Voilà, nous allons démarrer dans 60 secondes. Peut-être, Nicolas, mettre le disclaimer d'usage. Voilà. Écoutez, il est donc 11h32. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, bienvenue à notre nouveau webinaire Optigestion. Euh, Nous sommes ensemble pour 30 minutes, donc jusqu'à midi. Et nous allons écouter nos principaux gérants de fonds. Et bien sûr, on pourra prendre vos questions-réponses que vous pouvez d'ailleurs, vous pourrez afficher dans ce webinaire. Alors, je démarre simplement pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais même ceux qui nous connaissent. Vous allez avoir une présentation sur notre fonds principal qui s'appelle, on peut revenir en arrière, OptiGestion. Reviens à la page, voilà celle-là. Alors, OptiGestion, c'est un fonds qui investit sur les nouveaux usages de la planète, sur les grandes tendances de la planète. La performance 2024 est très encourageante, à plus 26,9%. Et sur 10 ans aussi, également, c'est un fonds qui a, malgré 2022, qui était une année très difficile, comme vous le savez, a réalisé une performance sur 10 ans de 155%. Donc, suivant. Voilà. Alors, nous allons donc écouter aujourd'hui Xavier Gérard, qui est gérant Optigest Patrimoine et Optigest Monde, président d'Optigestion, ainsi que Nicolas Demont, qui est gérant associé Optigestion, qui est également gérant Optigest Patrimoine et euh, Optigest Monde. Alors, tout de suite, je dis un mot. L'ordre du jour est le suivant. Un mot sur l'ADN d'Optigestion pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ça va être très rapide. Et puis nous verrons donc l'investissement au cœur du rendement, l'innovation au cœur de la création de valeur, parce que ça, ce sont vraiment des choses que nous maîtrisons plutôt bien chez Optigestion, c'est l'innovation. Et nos gérants nous donneront leurs perspectives pour le premier semestre 2025. Et ensuite, on prendra vos questions-réponses. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de lever la main pour les questions-réponses, mais également de les écrire sur le site. Voilà. Donc, suivant. Alors, je démarre tout de suite. Donc, l'ADN, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Optigestion, nous allons fêter nos 40 ans dans 2 ans. Nous sommes une société de gestion de portefeuille au sens de la l'AMF indépendante. Notre capital est détenu par nos associés. Nous mettons en avant un positionnement unique sur le marché, qui est que nous partageons les mêmes intérêts que nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous investissons dans notre gestion comme nos clients. Donc, évidemment, on peut se tromper, mais c'est un vrai partage d'intérêts que vous ne retrouvez pas forcément dans une agence bancaire d'affaires ou même dans une très grande maison internationale. Ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse et notre véritable savoir-faire, ce sont les changements structurels, ce qu'on appelle les méga-tendances, les nouveaux usages. Xavier a passé 8 ans aux États-Unis, il va vous en parler tout de suite. Ce sont vraiment les moteurs de la croissance. C'est vraiment, si vous venez chez Optigestion, sachez que c'est vraiment une de nos spécialités, c'est que nous sommes sortis de l'Hexagone maintenant depuis plusieurs années et nous investissons aux États-Unis beaucoup, assez peu en France en ce moment et vous comprendrez aisément. Nous investissons sur la planète, mais également sur des valeurs qui sont des valeurs, comment dire, des valeurs de croissance, des valeurs qualité, croissance, innovation. Ce sont les maîtres mots, assez peu endettés. Donc, on va être plutôt dans la matrice, Nicolas va vous la présenter, on va être plutôt dans les étoiles, ce qu'on appelle les vaches à lait. Voilà. Euh, au niveau du process, au niveau du process, il y a un retour d'Arsène. Nous allons donc identifier les acteurs clés de ces changements et tout de suite, Xavier et Nicolas vont vous expliquer notre process qui mérite toute votre attention puisqu'en fait, ils parviennent à identifier
un peu plus de 200 sociétés qui vont être notre terrain de jeu sur nos fonds. Donc des sociétés qui vont répondre à des critères bien précis en termes de chiffre d'affaires, de croissance, d'innovation, etc. Donc voilà l'ADN d'Optigestion. Slide suivant. Je vous présente Nicolas. Voilà. Alors, ça, c'est notre équipe. Nous sommes une équipe concentrée. Nous sommes 8 gérants que vous voyez à gauche. Donc, Xavier Gérard, Laurent Marnier, France Duelgouet, Nicolas Daumont, Jacques de Panis-Passy, Benjamin Philippe et Pierre-Alexandre Clément, qui sont nos 8 principaux gérants, qui sont vos contacts. C'est-à-dire que on va vous attribuer, si vous nous rejoignez, 1 ou 2 gérants qui seront parmi ces 8. Hein, c'est très important. Nous avons également notre équipe support avec notre secrétaire général, notre homme du RCCI. Nous avons un analyste financier avec qui travaille avec pas mal de stagiaires et notre contact investisseur également, Hugo. Slide suivant. Et voilà. Donc, je vais passer la parole à Xavier sur l'investissement. Merci Eric pour cette introduction. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. 2024, l'investissement au cœur du rendement, ça veut dire que c'est une année qui est marquée par la surperformance très forte des actions par rapport aux obligations. Alors, on va vous illustrer ça. Vous voyez, ça, c'est la courbe sur un an. Alors, le marché action est très volatile. On va en reparler un peu après. Il y a eu plein d'événements. Mais tout de même, sur un an, on observe que les actions mondes ont fait 27%, plus 27% sur un an, ce qui est totalement surperformant de l'ordre de 23% par rapport aux obligations. Les obligations ont fait 3,6% sur un an. C'est à peine aussi bien que du monétaire. Et donc, dans notre allocation d'actifs, nous avons privilégié le monétaire d'un côté parce que le monétaire, c'est du cash disponible. Il n'y a pas de risque sur le capital et ça rapporte 3,8% sur un an. Les obligations pour nous ont été la classe d'actifs qu'on a joué en mineur dans patrimoine et on n'en a pas dans les fonds car le rendement est trop faible. Donc c'était un peu l'introduction. Donc retenez sur performance des actions. Alors une fois qu'on a parlé de ça, là vous avez l'indice MSCI World avec les différents éléments qui ont joué sur la volatilité. Vous avez eu en avril des déclarations de la Fed assez restrictives, les résultats étaient mitigés. Vous avez eu le problème du carry trade, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au mois d'août 2024 qui a été très important. Vous avez eu des craintes d'un ralentissement économique aux États-Unis et vous avez eu plus récemment le débat d'élection. L'élection aux États-Unis que l'on pensait être très serrée, qui finalement a été une large victoire de Donald Trump. Donald Trump qui, au passage, emporte le Sénat et le Congrès. Et le marché donc est rassuré par le fait que, en tout cas, il y a une feuille de route et il n'y a pas de contestation d'élection. Donc, le marché a fait de l'ordre de 30% sur un an. Ça, c'est le marché mondial exprimé en euros. Donc, c'est tout à fait un environnement très serein pour nous. Alors, à partir de là, malgré tout, il faut regarder que ce marché mondial a été marqué d'abord par le S&P 500, qui est le plus gros indice au monde, qui est l'indice américain, plus 33%. Mais vous voyez que le CAC, lui, n'a fait que 0,1%. Donc, c'est très important pour nous, dans Digeste Monde, d'avoir la curiosité qui va bien au-delà de la France. Et ça, c'est donc une marque de fabrique, on va dire, propre à Optigeste Monde. Ensuite, vous avez des obligations, je ne reviens pas sur le sujet, très décevantes, enfin, relativement décevantes à plus 3,6 dans un environnement MSCI World qui a fait 27%. Donc, ça veut dire que la conclusion, il fallait en principe être assez présent aux États-Unis depuis un an.
Alors, c'est le cas de Petit Geste Monde, puisqu'on a 70% d'investis aux États-Unis. Je vais y revenir après. Je passe la parole à Nicolas pour la partie obligataire. Si on vous avait dit au début de l'année que le 10 ans américain serait plus haut que au mois de, enfin, au mois de novembre qu'au mois de janvier, personne n'y aurait cru, n'y aurait pensé. Pourtant, c'est ce qui a été le cas. Je reviens 2 secondes sur l'indice obligataire et ce qui s'est passé sur le marché des obligations. On pensait que ça allait être une année pour le marché obligataire parce que les différents banquiers centraux nous ont annoncé des multiples baisses de taux, enfin du moins le marché espérait des multiples baisses de taux. Ce qui s'est passé réellement aux États-Unis, on a vu que le marché américain, et on l'a bien vu sur la performance du S&P tout à l'heure, hein, que le marché américain a bien tenu. On a une économie américaine qui est proche du plein emploi, avec un taux de chômage qui tourne autour de 3,5. Et on a une inflation qui est plutôt restée, qui avait tendance à baisser, mais qui est plutôt restée stable. Tout ça, ça a emmené quand même des doutes sur les baisses de taux, et on a des banquiers centraux, et notamment Jérôme Powell, qui a un petit peu ralenti les espérances de baisse que le marché avait, et donc ce qui nous amène à un taux aujourd'hui à 4,4. Bon, il faut rajouter aussi, vous voyez la différence hein, entre au mois d'août, on était à 3,6 et on est remonté à 4,4. Il y a l'élection de Donald Trump qui a un programme plutôt inflationniste pour les États-Unis, et donc ce qui a fait qu'on a eu mécaniquement une petite remontée des taux. Alors, juste, je vous rappelle, hein, c'est le marché des taux se lie un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que quand les taux montent, le marché baisse, parce qu'effectivement, vous achetez du rendement sur le marché obligataire. Et donc, si je prends juste l'exemple du 10 ans américain, si vous aviez acheté du 10 ans américain au mois de décembre, qui était autour de 3,8%, aujourd'hui, vous auriez perdu 4,8% sur la performance de l'obligataire. Je reviens 2 secondes sur le S&P. Pourquoi le S&P a fait autant de performances? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la croissance du chiffre d'affaires des sociétés du S&P, c'est plus 5% sur l'année. La croissance des BPA, des bénéfices, est de plus 11%. Bah, mécaniquement, c'est la bonne performance des sociétés qui est reconnue dans le cours de bourse. Et donc, on a eu un cours de bourse qui avait qui a tendance à aller vers le haut. Alors, je vais passer la main à Eric sur l'or, qui a été une classe d'actifs remarquable cette année. Oui, un mot sur l'or qui est aussi un sous-jacent, un actif qu'on aime beaucoup chez Optigestion, alors qui nécessite évidemment l'accord de nos clients sur un plan réglementaire pour l'investir. En fait, nous avons trouvé, nous, un contrat qui réplique à 100% l'or, l'once d'or. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez avoir des lingots, bien sûr, en direct, ou vous pouvez aussi investir dans des fonds synthétiques. Nous, on est moins à l'aise avec les fonds synthétiques parce qu'en cas de crise systémique, en cas d'ouragan systémique, on ne sait pas trop ce qui se passe avec le synthétique. Donc là, l'intérêt du contrat de droit allemand que nous avons et que nous proposons à nos clients, c'est un contrat qui a une application 100% physique. Donc, on pourra vous en parler. Alors, pourquoi l'or a progressé? Bon, pour des raisons simples, hein. D'abord, les banques centrales, notamment les banques centrales des BRIC, ont renforcé leurs réserves significativement ces dernières années, justement dans cette tendance de la dédollarisation que les BRIC souhaitent mener. Euh, un autre argument que peu connaissent finalement, c'est que la quantité d'or physique, si vous prenez tout l'or qui a été extrait de la planète depuis le début de l'humanité, bah, ce serait un petit tanker maritime de 210 000 tonnes, vous voyez, qui passerait à l'horizon. C'est l'équivalent de 4 piscines olympiques. Voilà. Donc, et on pense qu'on peut encore extraire une piscine olympique. Donc, c'est finalement les quantités physiques d'or, physique, bijoux compris, hein, c'est pas tant que ça. Donc, ce qui explique que, comme la demande est supérieure à l'offre, comprenez pourquoi ça progresse. La baisse des taux d'intérêt à laquelle nous assistons actuellement, et notamment en Europe, est un facteur favorable pour l'or. L'endettement mondial, ça c'est aussi très important. Si vous considérez qu'il y aura toujours de l'endettement mondial et que si vous pensez que cet endettement mondial va diminuer, dans ce cas-là, il faudra alléger votre détention d'or. Si vous pensez que, comme nous le pensons pour l'instant, que les 3 000 trilliards de dettes
mondiales ne vont malheureusement pas baisser, c'est favorable à l'or également. Et évidemment, l'incertitude politique. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin entre ce qui se passe au Proche-Orient, en Ukraine et peut-être demain à Taïwan. Alors tout ça fait que la performance est quand même très intéressante sur 5 ans, on est à plus de 80%. L'année que nous avons connue, 2024, est exceptionnelle, à plus 30%. Donc nous avons, oui, dans nos mandats, nous proposons de l'or à nos clients qui le souhaitent, entre 5, 10, voire 15% pour certains. Et effectivement, ça a contribué à des performances pour nos portefeuilles très intéressantes. Voilà pour l'or. Donc, Ok, merci Eric. Bon, pour en finir en bilan sur l'année 2024, rappelle un peu les performances des différentes classes d'actifs. Donc le marché action a fait plus 24%. À savoir que le marché action fait quand même 91% de performance sur les 5 dernières années. On a un CAC 40, on vous l'expliquera après, qui fait malheureusement moins 3% cette année, avec une performance sur 50, 42. Et le marché obligataire, alors c'est avec 2022, hein, bien entendu, fait moins 2 cette année en dollars et a fait moins 13% sur les 5 dernières années. Et l'or, bien sûr, on vient de vous en parler, qui fait plus 30 sur l'année et qui fait plus 82 sur les 5 années. Alors, on va revenir un peu plus dans le vif du sujet. Et là, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait dans le fond et les thèmes avec un peu plus de précision. Voilà, donc on va quitter un peu pour l'instant le terrain des chiffres pour aller plus sur le fond de ce qui nous passionne, c'est-à-dire l'innovation. Parce que derrière l'innovation, c'est une phrase de Bill Gates, l'innovation, elle n'est pas gratuite, elle vient favoriser et stimuler la productivité en favorisant la création de valeur. Et c'est ainsi que Bill Gates, à l'époque Microsoft, propulsait l'entreprise vers de nouveaux sommets. Alors on va regarder, je vous rappelle rapidement, alors ceux qui nous suivent depuis quelques années connaissent bien ce schéma. Je le livre à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Vous avez eu en gros 3 vagues d'innovation. Là, je remonte à 1780. La première grosse vague d'innovation, c'est début du XXe siècle, qui combine l'électricité, le téléphone et le moteur à combustion et qui a donné une vague d'innovation majeure, malheureusement perturbée par les conflits mondiaux. Les vagues d'innovation se sont reprises dans les années 70 avec ordinateur, Internet et le début de la biotech. Ça, c'est la deuxième vague qui en gros va de 70 à 2010. Mais ce que nous vivons en ce moment est assez exceptionnel. C'est la troisième vague d'innovation. Elle est plus violente que les vagues précédentes. Elle a démarré en gros en 2020 et elle va durer pour les 10 prochaines années qui viennent. Alors, si on veut les détailler un petit peu, ça, c'est un schéma qu'on vous montre depuis 8 à 10 ans, avec au cœur l'intelligence artificielle. Vous voyez que, on a vu il y a 8 ans environ, commence à prendre vraiment forme cette année sous la forme de la pelle et des pioches de l'intelligence artificielle. On va en reparler aujourd'hui. Vous avez la blockchain en haut à gauche qui permet et va permettre des échanges automatiques à très bas prix partout dans le monde. Et vous avez en bas l'énergie renouvelable, mais qui se stocke dans des batteries. Donc c'est tout ce qui est l'enjeu de la décarbonisation de l'air. Vous avez en bas à droite la robotique qui commence à prendre vraiment forme, notamment avec l'annonce des robots de Tesla. Et puis en haut à droite, l'ADN avec le passage de la pharmacie et de la médecine générale et curative à une médecine très personnalisée et préventive. Et alors, bien sûr, ces 5 pôles interagissent. On a peu de temps aujourd'hui, mais venez nous voir et on vous le détaillera. Mais je vous ai cité là quelques grandes vagues d'innovation.
le SaaS, qui est le business model que nous aimons le plus, qui est le Software as a Service. Ça, c'est l'équivalent de Microsoft avec la location des logiciels. Vous avez le e-commerce qui se développe beaucoup avec Amazon, entre autres. Vous avez en bas à gauche l'énergie renouvelable dont on va reparler aujourd'hui. Alors là, on vous rajoute sur 2024, les petites bulles bleues sont les innovations majeures qui ont joué sur les marchés en 2024, avec notamment ChatGPT, vous en avez tous entendu parler. Les GPU, c'est donc la mise en place de composants dans la chaîne des data centers pour multiplier par 50 à 100 la puissance d'un data center. On va en reparler longuement aujourd'hui puisque ça a été l'un des investissements majeurs d'Object-Monde en 2024. J'ai rajouté en bas à droite les robots collaboratifs. Alors, ce qui a moins bien marché cette année, c'est le diabète, l'obésité. On y croyait beaucoup avec Novo Nordisk et Lilly. Ça a été performance un peu moyenne, positive mais un peu moyenne. Venez nous voir, on parlera de tous ces thèmes d'innovation et de leur traduction boursière. Voilà, pauvre. Alors, maintenant, 2024, si on devait résumer, c'est peut-être sur ce slide-là qu'on va trouver la traduction, c'est les data centers. Les data centers, il y en a en gros 1000 sur la planète. On va en construire d'autres, mais retenez ce chiffre de 1000 et retenez surtout la taille. La taille, c'est le chiffre d'affaires. Ici, en 2024, vous voyez 650 milliards de dollars de chiffre d'affaires et c'est prévu pour progresser de 17% par an. Je vous rappelle que le PIB de la planète, c'est 3%. Donc, vous voyez qu'on va avoir une croissance par rapport au PIB de la planète qui est exceptionnellement élevée. Et c'est prévu de façon continue pour atteindre pratiquement 3 trilliards en 2034. Donc, nous allons vivre ensemble en 10 ans quelque chose de majeur. Et ça va être très important pour nos investissements. Une grosse partie de nos investissements va être faite sur les data centers. Alors, vous allez voir, après, Nicolas va vous détailler le data center, qui est un peu plus complexe que simplement le fait d'en parler, mais le data center, c'est là où se concentre la data, son traitement et sa restitution aux utilisateurs. Vous voyez qu'en bas, je vous ai mis la construction des data centers. Donc, on va en construire beaucoup de nouveaux. Et vous voyez que le chiffre en 2024, c'est 250 milliards. On atteindra à peu près 400 milliards en 2033. Mais là encore, c'est du 7% par an. Donc, on va continuer à augmenter le nombre de data centers. Donc ça, c'est très, très important que vous ayez cette image en tête. Et je laisse la parole à Nicolas qui va vous détailler un data center. Ok. Donc vous l'aurez bien compris sur ce slide, ce qui est important de remarquer, c'est qu'on a un marché qui va se multiplier par 6 sur les 10 prochaines années, et on a un marché de la construction qui va doubler sur les prochaines années. Tout ça, ça nous montre qu'on a quand même beaucoup de croissance à aller chercher encore sur le marché du data center et de l'intelligence artificielle, notamment. Alors, on vous a beaucoup parlé de la pelle et la pioche de l'IA, et on a essayé de vous faire comprendre ce que c'est vraiment la pelle et la pioche de l'IA. On est reparti du schéma tout simple de l'utilisateur, Xavier qui adore utiliser ChatGPT et OpenIA, et comment l'information et le flux, la chaîne de valeur se distribuent après. Quand Xavier il fait une requête sur OpenIA, sur ChatGPT, ça envoie sur les serveurs de Google, Amazon, Microsoft, qui sont en fait les plus grands hébergeurs de cloud de la planète. Ça envoie une donner une requête à ces donneurs d'ordre-là, qui, eux, exploitent des data centers. Ils exploitent la puissance des data centers. Et tout ça, ça fait une réponse. Là, déjà, vous avez un petit peu le cercle du sens de la rotation de la donnée. Ensuite, ces data centers, pour qu'ils aient de la puissance, il faut qu'ils aient cette fameuse puce, le fameux GPU NVIDIA. Alors, pourquoi NVIDIA? Parce qu'ils ont quand même la puce qui démultiplie les vitesses de calcul et qui consomme un petit peu moins. On en parlera un petit peu après.
Donc ça, vous avez à peu près la chaîne assez classique de l'appel autour de l'IA. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que NVIDIA n'est qu'un concepteur de puces, ce n'est pas un fabricant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de TSMC. TSMC étant la plus grosse entreprise de production de semi-conducteurs. Donc il y a un lien très fort entre NVIDIA et la capacité de production de TSMC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, en plus, on a besoin de donner de l'énergie et de refroidir ces data centers? Et là, on a des sociétés comme Schneider Electric qui fabriquent et vendent aux data centers les composants électriques qui tournent autour des data centers. On a une société comme Vertiv qui est spécialisée dans le refroidissement des data centers. Parce que qui dit force de calcul dit mécaniquement un effet de chauffe des serveurs. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs Xavier qui arrivent et qu'il y a de plus en plus de requêtes? Eh ben, on a besoin de plus de data centers. Et là arrive en jeu une société européenne qui s'appelle ASML. Et là, vous avez un petit peu toute la chaîne de production. Parce que ASML, c'est une société qui produit les machines pour produire dans les usines TSMC. Donc TSMC a besoin de commander les machines chez ASML. Ce que je vais vous montrer dans le schéma, c'est que les pelles et la pioche de l'IA, ça va de la machine qui produit la machine usine à l'utilisateur final qui va être Xavier par exemple. Et tout ça, c'est un environnement pour nous qui est très intéressant et qui est assez circulaire dans le flux de la chaîne globale. Alors ensuite, toutes ces sociétés américaines, notamment américaines, ont un rôle important sur les marchés financiers. Alors, on vous partage cette information pour vous montrer la même année l'écart entre des sociétés très belles, qui ont une bonne réputation, et les sociétés justement des data centers. Alors, je commence par des multinationales européennes, vous les connaissez la plupart. Là, par exemple, on a choisi de lister Hermès, Total Energy, LVMH, Pernod Ricard, Stellantis. Si je vous demande comme ça, vous allez me répondre, ce sont des sociétés dans lesquelles on pourrait investir. Alors, on vous a mis quelques données clés pour vous faire réagir. Vous avez les chiffres d'affaires, vous avez ensuite le free cash flow. Alors, le free cash flow, qu'on se mette bien tous d'accord, le free cash flow, c'est le cash qui est disponible aux actionnaires une fois que tout a été payé. Par exemple, le free cash flow d'Hermès, c'est 4 milliards sur un chiffre d'affaires de 14 milliards. Donc, c'est exceptionnel comme génération de free cash flow. C'est positif. La croissance est de l'ordre de chiffre d'affaires de l'ordre de 11% en 2024. Mais vous voyez que le bénéfice par action progresse de 1,6%. Ben, le marché fait progresser le titre de 1,5%. Vous avez ensuite Total Energy. Total Energy, 200 milliards de chiffre d'affaires, 12 milliards de free cash flow. Vous voyez que c'est beaucoup moins, mais tout de même, ça reste positif. Vous voyez que le chiffre d'affaires ne progresse pas en 2024. Il est en légère baisse de 4%. C'est un peu aussi la baisse des cours du pétrole. Vous voyez que le BPA est attaqué. Le bénéfice par action a été en baisse de 16%. Total Energy en bourse a fait moins 5%. LVMH, pourtant c'est un des très grands acteurs du CAC 40, ça a été même la première valeur au CAC 40. Vous voyez que vous avez 84 milliards de chiffre d'affaires qui génèrent 13 milliards de free cash flow. Donc là, on retrouve les fameux ratios du luxe qui sont remarquables, mais tout de même, le chiffre d'affaires est en baisse de 2%. LVMH ne peut plus espérer passer des hausses de tarifs comme il l'a fait pendant 2-3 ans. Et vous voyez que la croissance du bénéfice par action est de moins 10% sur 2024. Eh bien, ça s'est traduit en bourse par une perte de valeur de 19%, ce qui est tout de même important. Pernod Ricard, 11 milliards avec 1 milliard de free cash flow, perd 22% et donc en bourse 31% de baisse du cours de bourse. Et enfin, Stellantis, dont le patron est une star relativement bien rémunérée, avec un gros chiffre d'affaires. Mais vous voyez que la génération de free cash flow est fragile et le cours de bourse s'est ressenti à moins 36. Et je souligne ces aspects pour contraster avec les capitalisations des data centers. Je vous ai listé, Microsoft, Meta sont les intermédiaires qui interviennent sur la data. Xavier, TSMC,
Ouais. Et Eric, vous avez le micro coupé. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, simplement pour dire à nos participants que nous allons un petit peu déborder par rapport au temps prévu, et on excuse, mais je pense que le sujet est vraiment passionnant. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct, donc n'hésitez pas, vous pouvez les écrire, on les regardera après. À toi, Xavier. Si, alors je reprends, donc je vous ai mis en haut donc, le tableau de très belles sociétés, mais dont on voit que l'exécution 2024 est compliquée. À l'inverse, les data centers en bas et tous les composants du data center. On vous a parlé de Microsoft Meta, on vous a parlé de TSMC qui est à Taïwan, qui fait les semi-conducteurs, on vous a parlé de Vertiv, qui est une société qui refroidit les data centers, et bien sûr, on parle de Nvidia. Alors, vous voyez les performances boursières de ces titres, mais vous voyez que ces performances boursières sont à l'image des performances opérationnelles de ces sociétés. Prenez le cas de Nvidia. Nvidia, c'est 126 milliards de chiffre d'affaires, c'est 62 milliards de free cash flow. La moitié du chiffre d'affaires d'Nvidia, c'est du free cash flow. Vertiv, c'est une petite société qui fait 1 milliard de free cash flow. TSMC, qui est donc à Taïwan, fait 25 milliards de free cash flow avec une progression de 39%. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, TSMC à lui tout seul fait la somme des free cash flow de toutes les sociétés que je vous ai citées en Europe. C'est un alors, je passe sous silence Meta et Microsoft qui font 48 et 68 milliards. Euh, Si je devais traduire le free cash flow, la génération de cash des 7 plus grosses sociétés américaines, on est autour de 500 milliards de production de cash qui contraste malheureusement. L'Europe n'a pas fait le choix d'investir sur les data centers et le cloud et tout l'écosystème qui va autour. C'est pour ça que nous investissons aux États-Unis, car c'est là-bas que ça se passe. La brique NVIDIA est une brique fantastique qui a été rajoutée aux 7 autres briques. Voilà pour la partie la croissance spectaculaire. Donc, ça explique en partie nos investissements dans Optigest Monde, bien évidemment. Euh, Vous l'aurez compris que 2024 pour nous a été une année centrée sur les data centers, l'équipement autour des data centers et tout cet engouement de demande de puissance qui tourne autour de l'IA. On pense qu'il y a encore beaucoup de valeur à aller acheter, à aller chercher sur ce thème. Et donc, on a cherché un petit peu aussi à vous montrer les thèmes 2025 et les années à venir. Et on a trouvé notamment un des thèmes qui, selon nous, va être très intéressant. On nous en a parlé tout à l'heure. Ça va être la production d'électricité. Sur la production d'électricité, on a remarqué que Microsoft, par exemple, avait sécurisé l'équivalent d'une centrale nucléaire pour juste subvenir aux besoins en énergie des data centers. Pour vous donner une ordre d'idée, Microsoft et Google, ça consomme 48 TWh par an, c'est l'équivalent de la consommation de la ville de New York. La demande en énergie qui va être pour les data centers sur les années à venir, c'est l'équivalent de la demande du Japon. Donc ça va être un enjeu assez considérable. Dans ces enjeux 2025, donc on a comment donner de l'énergie aux data centers et aussi maintenant on commence à se tourner sur tout ce qui va être applicatif. Voilà. Donc, si on résume, 2025, les investissements que nous allons faire en 2024, nous allons les tenir parce que vous souvenez que le marché du cloud, on vous l'a montré tout à l'heure, allait tenir pour les 10 prochaines années. Et donc, 2025, la partie paye pioche dont Nicolas vous a montré tout à l'heure, nous allons maintenir tous ces investissements. Et nous allons rajouter à ces investissements désormais la partie électrique. Nous sommes en train de travailler sur l'identification des 3-4 sociétés majeures qui vont intervenir. Donc, voilà pour la partie 2025. Avec maintenant, je repasse la parole à Nicolas sur la gestion d'Optigest Monde.
Alors, je vais juste rappeler rapidement les positionnements et l'univers de sélection de Petit Geste Monde. Bon, pour ceux qui nous connaissent maintenant, on travaille beaucoup avec cette matrice qui pour nous parle beaucoup. Je vous ai positionné à peu près toutes les sociétés dont on suit, dont on a en portefeuille. Juste, je vous rappelle que ces fameux points morts, hein, qui sont les sociétés en panne d'innovation, avec des faibles croissances et une rentabilité plutôt faible, c'est l'équivalent de 60% des valeurs cotées en bourse. Et ça, vraiment, faut le retenir. Et ce que nous, on cherche aussi aujourd'hui à avoir, c'est des vaches à lait, des étoiles. Et tout ce qui va être dilemme aujourd'hui, donc c'est des sociétés avec des fortes croissances, mais des rentabilités futures, parce qu'ils ont besoin de beaucoup être financés et investir pour gagner des parts de marché. Ça, c'est des sociétés qu'on regarde énormément en ce moment, mais avec des taux encore un petit peu trop élevés pour nous, pour les investir et les détenir en portefeuille. Si OptiGest Monde est une entreprise, le chiffre d'affaires 2024 aurait été d'une croissance de 18%, une croissance de l'EBITDA qui aurait été assez remarquable de 48%. Et ça, hein, ça a été beaucoup tiré par des sociétés comme Nvidia, Vertif et des fortes sociétés de croissance dont on a eu en portefeuille. On a eu une valorisation sur EBITDA un petit peu élevée cette année, mais ça va aussi avec ces fortes croissances qui étaient autour de 28,5 fois, un ROCE assez remarquable autour de 25 fois et une dette sur EBITDA qui est relativement maîtrisée, qui est autour de 0,9. Ce qui est intéressant, c'est de voir pour les croissances de l'année prochaine. Sur 2025, on tombe sur une croissance pas encore révisée à la hausse, mais on verra sur les trimestres suivants, qui tourne autour de 14%, une croissance de l'EBITDA de 16 et une VE sur l'EBITDA qui diminue, qui se rectifie un peu autour de 19. Le top 10 des positions Petit Geste Monde, ça va être donc ces sociétés-là. Donc on a Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, Berkshire Hathaway, Taiwan Semiconductor, Arista Network, une société de consommation qu'on aime beaucoup, Costco et Salesforce. Alors il y a un angle très digital américain, mais on vous l'a montré, c'est aussi là que la croissance est allée chercher et nous va donner plus de valeur. Alors, les performances de la... Puis-je peut-être, pour laisser respirer Nicolas et Xavier, une anecdote que j'aime bien citer. Sachez que Nvidia, Xavier, Nicolas, vous en dit un mot, en fait, ils l'ont identifié, tenez-vous bien, il y a 6 ou 7 ans. À l'époque, Nvidia, c'était des chartes graphiques vidéo. C'était pas encore, ça ne permettait pas encore de multiplier la puissance de calcul des data centers. Donc, quand Xavier et Nicolas achètent Nvidia, ça fait 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année et l'année prochaine. Nvidia est annoncé pour 160 milliards de dollars. Voilà. Donc ça, c'est un pari ultra gagnant qu'a fait l'équipe OptiGest Monde et entre autres. À toi, Nicolas. Merci, Eric. Donc, sur les performances des fonds, OptiGest Monde est à plus 26,9 au 14 novembre depuis le début de l'année. On a fait plus 27 l'année dernière. OptiGest Patrimoine, qui est notre fonds flexible, qui a fait plus 10,42, enfin, qui fait plus 10,42 depuis le début de l'année. Il a fait 8,7 l'année dernière. Et OptiGest Europe, qui est le fonds action PEA, est à plus 4,60 depuis le début de l'année. Il a fait plus 9,4%. Voilà, je vous laisse revenir vers nous si vous voulez plus de précision après. Voilà, il reste 7 minutes, si vous êtes d'accord, Xavier et Nicolas. Donc, on va tout de suite aller pour sur les que perspectives. nos participants, qu'on respecte un peu le timing, à vous. Ok. Alors, les perspectives 2025. On a essayé de se mouiller un petit peu, et on l'avait fait l'année dernière, pour, selon nous, les perspectives pour le premier semestre 2025. Sur le point de vue monétaire, on est plutôt neutre sur l'euro. On a tendance à surpondérer le dollar. On l'a surpondéré cette année, on va continuer. Pour la simple et bonne raison que je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, les taux d'intérêt du directeur de la Fed vont, selon nous, baisser moins rapidement que l'Europe et il y aura toujours une attractivité qui sera plus intéressante du coup sur la monnaie du dollar. On est encore à l'écart du RMI, on est neutre sur les monnaies émergentes et sur le Japon. Sur les obligations, on a plutôt tendance à surpondérer les obligations court terme que long terme pour la simple et bonne raison, encore une fois, des banquiers centraux où on va avoir des baisses de taux directeurs qui vont arriver, qui auront beaucoup plus d'impact sur les taux courts
que sur les taux. On a encore aujourd'hui une courbe des taux qui est inversée, c'est-à-dire que vous empruntez plus cher à court terme qu'à long terme, et l'inversement de cette courbe, enfin la remise en l'endroit de cette courbe même, va permettre d'avoir des gains significatifs sur le marché obligataire. Alors, on est du coup surpondéré sur l'Europe plutôt que les US sur le marché obligataire, parce qu'on, comme je vous l'ai dit, on aura des baisses normalement plus significatives en Europe que les États-Unis. On est à l'écart des obligations chinoises et on est plutôt neutre sur les obligations émergentes. Sur les actions, alors vous avez bien compris qu'on a un biais croissance qui est très prononcé. On garde ce biais croissance. On était plutôt sous-pondéré sur les valeurs value au début de l'année dernière. Aujourd'hui, on a tendance à revenir sur du neutre, notamment avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, qui va quand même relancer un petit peu le marché on va dire industriel américain, si on peut l'appeler comme ça. Notamment, donc, du coup, sur la géographie, on est plus favorable, et largement plus favorable à être investi sur le marché américain en ce moment. On est plutôt neutre sur l'Europe. On est encore à l'écart de la Chine. On pourra en discuter. Et on commence doucement à revenir sur les pays émergents. Sur les matières premières, et après j'en aurai fini, le pétrole, on est plutôt neutre, voire sous-pondéré sur le pétrole pour l'instant, parce que l'arrivée de Donald Trump, qui est un pro-énergie pétrolière, fait que on pense que le pétrole devrait être plutôt stable. Par contre, on reste toujours positif sur l'or et neutre sur le reste des métaux. Voilà, ça c'est un petit peu l'image qu'on a pour le prochain semestre. Et je crois que maintenant, on va passer aux questions. Oui. Et nous sommes dans l'attente de vos questions. Désolé pour le petit décalage dans le Alors, timing, on a été un peu bavard. on y va. On a eu deux questions. La première, alors une question directe. C'est quoi les bons coups 2025? Ah, c'est une bonne question, ça. Les bons coups 2025, pour l'instant, comme on vous l'a dit, on reste sur le marché du digital, parce que c'est là où il y a de la croissance. Et c'est là où les marchés sont les plus fructueux en termes de marge et de bénéfices sur les mois et années à venir. On reste sur les pelles et la pioche de l'IA, parce qu'on vous a montré qu'il y allait avoir une forte demande et encore une forte croissance sur la construction autour des data centers. Ensuite, on va avoir des applicatifs de l'IA qui vont sortir. Alors, je vous parle beaucoup d'IA, mais ça reste un thème central. Donc ça, par contre, il va y avoir à boire et à manger dans ces applicatifs, donc il va falloir être un peu sélectif. Et après, donc, sur tout ce qui est industriel, le secteur autour va rester un petit peu à l'écart, si je parle pure industrie. Et en termes de consommation, ça va être très géographique parce que on va essayer de chercher où la consommation va repartir le plus rapidement. Donc on est tout à fait aligné avec Nicolas sur les axes d'investissement 2025. Vous dire quand même, il y a un potentiel de l'ordre de 13%, ce qui pour nous est satisfaisant sur Digestemont, donc de hausse par rapport à aujourd'hui. Retenez quelques noms clés malgré tout pour Nvidia, notamment Blackwell. Retenez bien le nom Blackwell, c'est le nouveau composant de Nvidia qu'il va livrer à partir du trimestre prochain. Ce que l'on entend dire, c'est que l'accueil de Blackwell est meilleur que ce qui était attendu et ça va rajouter quelques dizaines de milliards au chiffre d'affaires de Nvidia. Sur les applications, a priori, ce qui est anticipé, c'est notamment dans le domaine médical et biotech. Pour faire très court, il y a 10 000 maladies recensées dans le monde, 500 médicaments aujourd'hui. Ça coûte 2,7 milliards de faire un médicament et ça prend 8 à 10 ans de faire la phase 1, phase 2, phase 3. Et on anticipe qu'avec l'intelligence artificielle, on va diviser les temps par 10 à peu près. Et on va probablement passer de un produit sur 10 qui réussit à peut-être un produit sur 2. Donc, biotech pourrait être aussi un thème d'investissement 2025. Ok, merci. Je propose que on conclue là. Il est midi 15. Simplement pour vous dire, Nicolas, si tu peux mettre le slide suivant. En fait, encore une fois, bon, les clients nous connaissent déjà, donc aucun problème. Reviens en avant, Nicolas, le slide d'avant.
C'est important pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Sachez que vous pouvez souscrire dans nos fonds à partir de vos établissements financiers. Là, on va évidemment vous transmettre cette présentation. Vous avez nos codes ISIN. Vous pourrez donc souscrire de vos établissements financiers. Nous pouvons également, dans le cadre de vos holdings personnels ou de vos... on peut faire des mandats dédiés, bien sûr, des mandats sous gestion dans le cadre de contrats de capitalisation ou d'assurance vie. En France, au Luxembourg également, nous avons des partenariats avec une compagnie d'assurance vie qui est la première compagnie d'assurance vie privée du Luxembourg qui s'appelle Willings Luxembourg, certains d'entre vous connaissent. Nous avons également la possibilité de faire des contrats donc d'assurance vie et capitalisation avec eux et nous sommes également déposés chez Société Générale Luxembourg. Vous pouvez aussi non ouvrir simplement un compte chez Optigestion qui sera déposé au CIC qui est notre principal dépositaire. Voilà, donc vous avez le mail de contact, le slide de contact pour aller plus loin dans la démarche. Sachez que nos prochains événements, donc on va vous inviter le 17 décembre pour un petit déjeuner Optigestion au Cercle de l'Union Interalliée. Et là, nous allons recevoir un chroniqueur expert en géopolitique que vous connaissez bien, qui est Renaud Girard du Figaro, qui nous fera un point justement sur l'élection américaine, la situation au Proche-Orient, qu'il connaît très bien, et évidemment la situation peut-être Asie-Pacifique d'ici là. Donc, première partie, ça sera de la géopolitique, et deuxième partie, peut-être une mise à jour également de ce que viennent de vous dire Xavier et Nicolas. Je vous remercie infiniment. On a un peu dépassé le temps, mais c'était passionnant. Merci à Xavier Nicolas pour cette gestion, pour ces performances absolument remarquables. Et je vous dis tous à très très bientôt. Merci à toute l'équipe et merci de votre attention. Bon courage et faites attention à la météo parce que je ne sais pas chez vous, mais nous, on a de la neige. À bientôt, amitié. Merci, au revoir. Au revoir.